sommes vendredi et c'est le dernier numéro de la semaine. Bonjour à tous, vous êtes sur Kavi Média, le média du développement. Bienvenue dans le scanner, votre émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité sous toutes ses formes. Au menu de ce 4 août 2023, une aventure, une nouvelle victime tombe sous les coups de poing de son conjoint. L'acte s'est passé ici même à Conakry. Un coup de plus, un coup de trop. La pauvre a finalement succombé. Aucun être, je dis bien aucun être, ne peut servir de sac de frappe puisque la vie n'est aucunement une salle de boxe. La question des violences conjugales est devenue préoccupante et la situation continue d'endeuiller de nombreuses familles. Fatoumata Manea Camara, ou s'il faut le dire, feu Fatoumata Manea Camara aurait trouvé la mort après avoir été battue par son époux hier à Conakry. Les habitudes ont la peau dure et le dernier coup a mis fin à la vie de la pauvre dame. Ici à Conakry ou en Guinée, pouvons-nous dire que les êtres ou la vie humaine n'a plus de sens? Un être qui n'a point demandé à épouser son bourreau, un présumé assassin qui est d'ailleurs en cavale, comme le dit un adage hébreu, quand un voleur vous embrasse, comptez vos dents. Une victime de plus qui relance le débat sur les violences conjugales en République de Guinée. Ah monnaie, comme le disait un penseur, que faisons-nous donc de la sacralité de la vie humaine? Mon cœur saigne, pas plus que ses parents qui demandent de vive voix que justice soit rendue. Vous entendrez tout à l'heure le jeune frère de la victime, Ibrahima Sori Camara, sera au téléphone avec nous. C'est l'actualité du jour. Contrairement au Premier ministre Mohamed Beavogui, Dr Bernard Gomou a livré hier jeudi les résultats de l'évaluation à mi-parcours des ministres devant un parterre de journalistes. Le Premier ministre a d'abord rappelé que 27 des 28 ministères ont été évalués durant le processus. Tenez-vous bien, sur l'ensemble du processus, aucune mention excellente n'a été obtenue. Pire, un ministère s'est d'ailleurs retrouvé avec 0 point et 2 autres se sont purement et simplement contentés de la mention passable. Malgré ce résultat hallucinant, d'autres ministères ont su tirer leur épingle du jeu avec 12 mentions assez bien et 11 mentions bien. Des résultats annoncés par le Premier ministre Gomou sans pour autant dévoiler l'identité des ministères qui végètent dans le rouge. Un autre aspect qui entretient le flou sur ces résultats, quels peuvent être les ministères dans le collimateur, vous saurez tout à l'heure ce qui se passe de ce côté avec nos chroniqueurs. Et c'est le dernier numéro de la semaine, je vous l'annonçais à l'entame, nous parlerons de développement. Depuis quelques mois, la Guinée est en chantier. Des projets routiers sont en cours dans presque tous les quartiers. Des travaux qui doivent dans un bref délai résoudre la problématique liée au réseau routier guinéen. Si l'acte est à saluer, le respect des normes et standards doit interpeller. Ce matin, donc, nous nous intéressons donc à la qualité des travaux routiers en cours en Guinée. Et pour tout savoir sur cette question, nous recevons M. Balamoussa Konaté. Il est ingénieur en pont et chaussée. Avec lui, nous parlerons du type de bitume propice pour chaque zone, les avantages et les inconvénients ou risques à courir. Voilà la quintessence de ce numéro. Installez-vous confortablement. Vous êtes sur Kavi Média, la 89.5 sur l'ensemble synchronisé de nos médias sur Facebook, Flash Guinée, et Kavi Média sur YouTube, sur Instagram. Vous pourrez nous pratiquer en direct dans cette émission. Évidemment, laissez vos différents commentaires que nous allons relayer au cours de cette émission. Ils sont autour de moi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vous allez le comprendre avec le style vestimentaire même. Ali Badara Akila, en blanc aujourd'hui. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent à l'instant T. Voilà, le blanc c'est la couleur de maman, hein, voilà. Elle adore le blanc. Et c'est signe de paix aujourd'hui. Voilà. J'espère que, en tout cas profondément, que tu vas faire la paix. On parle de sécoutourisme. Hein. Voilà. C'est ce que la réalisation me dit de ce côté. Exactement. T'es en mode sécoutouré?
Bon, je ne veux pas dire que forcément c'est en mode Sékou Touré. Voilà, vous oubliez que Léopold Sédar Senghor. Tu vas pas m'amener au Sénégal. Là, je ne vais pas te le permettre. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et très bonjour. Bien habillé hein, ce vendredi. Il faut le dire. Merci, l'année de même pour vous. Hein. Ah, ça brille à Kavi, je comprends pas. J'espère que le vendredi démarre bien. Quel est le lien que vous voulez faire? Non, même pas. Les auditeurs ne doivent pas comprendre tout ce qui se passe à l'interne. Allez, on parle de ce sujet, un sujet, une grande tristesse. Hein. Moi, je l'ai accueilli avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, je suis abasourdi, je suis étranglé même. Je suis mort dans l'œuf, il faut le dire. Depuis que j'ai appris cette nouvelle, Fatoumata Manea Kamara, paix à son âme, succombe après des coups de poing de son époux. Triste réalité, Ali Badara. Bon, vous savez, moi hier j'ai suivi une vidéo. C'est pas proprement dit, je veux pas dire que c'est l'homme qui m'inquiète, mais c'est la fille de la défunte qui était là en train de regarder le corps de sa mère. Et quand l'ambulance est venue avec les sapeurs-pompiers pour envoyer la défunte, la fille dit c'est ma maman qu'on envoie. Bon, je ne vais plus retrouver ma mère. Et puis, bref, je n'ai pas quelque chose à rajouter, mais franchement, ce que j'ai vu hier, ça m'a laissé sur ma faim. Ça m'a encore donné raison davantage de défendre encore la couche féminine. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les femmes, elles subissent dans les foyers, soit leur mari, soit leur famille. Oui. Et aujourd'hui, on continue avec le même problème. Parce que cet homme, moi je dis que il s'est comporté en un animal. Ce n'est pas un homme, mais oui. Non, on va pas, aller jusqu'à assassiner, battre sa femme, ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième. C'est un coup de trop. C'est des coups, mais franchement, aucune femme ne mérite un tel traitement. Oui, évidemment, pour ceux qui nous suivent via nos différents canaux, nos réseaux, ils peuvent en tout cas voir à l'instant même à l'écran la photo de la victime. Une très belle dame, il faut le dire, qui s'en va avec beaucoup d'ambition, qui a voulu se soumettre comme l'impose la religion, mais surtout les parents. Parce que vous avez quand même écouté le témoignage d'une de ses sœurs, j'étais écœuré. Non, en tout cas, tous ces témoignages renus, vous sentez assez de frayeur, hein, parce que franchement, ça titille d'un côté, mais aussi ça attriste. Ça attriste vraiment parce que ce que j'ai vu, ce n'est pas une première de voir, mais ce que j'ai vu hier, une petite qui espérait voir sa maman dans le futur, qui voulait se battre pour sa mère. Aujourd'hui, elle voit sa mère partir ainsi, bastonnée à mort par son propre père. Comment est-ce qu'elle va s'arrêter devant les gens pour dire c'est mon papa qui a tué ma mère? Quel que soit le comportement de la femme, l'homme ne doit pas lever main sur sa femme. La femme, elle mérite tellement une considération, elle mérite tellement un respect qu'on doit l'appeler un ange. Ouais. Si vous voyez que votre femme va au-delà de vos attentes, c'est qu'elle vous met en colère, qu'est-ce qu'on vous demande? Sortez de la maison. Qu'il aille se récréer ailleurs. Éloignez-vous. S'éloigner de la femme pour ne pas se mettre en colère. Ouais. Mais cet homme, je crois, il mérite une perpétuité. Que la justice... En attendant, on doit accepter la présomption d'innocence. En attendant. Mais attendez. En attendant, mais c'est important. D'accord, mais respectons la présomption d'innocence. Je tomberai des nues quand on me parle de la présomption d'innocence. Non, parce que j'ai vu le corps. Non, pour le moment... quelles que soient les circonstances, il est important d'accepter. D'accord. C'est une logique, on parle de justice là. La présomption d'innocence, la justice va le dire ainsi. Le si est très important. Voilà, d'accord. Mais cet homme, quand vous voyez sa femme, elle saignait. Oui. On ne va pas me dire que la femme, elle a pris une drogue ou bien elle-même, elle s'est fait ce qui est arrivé. On dit, quand vous suivez même le témoignage, vous sentez qu'elle a été battue. Elle n'a pas été battue par son amant. Elle a été battue par son propre mari. Mais si vous ne voulez pas d'une femme
au lieu de la maltraiter, au lieu de faire du mal à ces femmes-là, pourquoi ne pas divorcer? Pourquoi ne pas mettre sa colère de côté? Aujourd'hui, elle est décédée, que son âme repose en paix. Amen. Mais nous suivons le dossier de près. Il faut que justice soit faite. Ouais. Il faut que justice soit rendue. Et à ces hommes qui bastonnent leurs femmes, qu'ils prennent un exemple sur cet homme. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elle est partie. Mais il y a aussi d'autres bourreaux qui sont derrière. Qui sont aussi ignominieux que cet homme. Je comprends Voilà. ton indignation, Ali Badarawi. Hein, Yaya Diallo, on a suivi cette actualité, ce drame qui s'est passé à Conakry, qui relance le débat sur les violences conjugales, puisque le bourreau, le présumé auteur, est en cavale. Oui, c'est pourquoi moi, avant tout d'abord, je présente toutes mes condoléances à la famille éplorée et au peuple de Guinée. En même temps, j'interpelle l'État de revoir un peu sa copie concernant justement la vie conjugale globalement prise. Il y a des cas qui se passent. L'autre fois, pas plus qu'une semaine, c'était avec un de mes amis de Dixing qui m'expliquait un peu un tel scénario. Heureusement pour la dame de Dixing, elle n'a pas rendu là, mais elle était complètement battue. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Vous imaginez un peu. Donc il y a de ces criminels qui sont dans notre société et ils sont nombreux. Et la plupart, je vous le dis, de ces gens qui se livrent à ces actes. Regardez cette belle dame partir comme ça, très jeune, c'est des individus. C'est incroyable. Qui en réalité, si vous fouillez très bien, c'est des individus, même pour la dépense, qui ne sont pas en mesure même pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, à mon avis, c'est des criminels. Moi, je ne parle pas de la présomption d'innocence. La dame, elle est décédée. Décédée de quoi? Suite au coup que son mari lui a infligé. Ouais. Donc, c'est suite à ça que la dame Mania a rendu l'âme. Donc, moi, à mon avis, il n'y a pas une présomption d'innocence, puisque les faits sont là, les faits sont établis. Donc, de ce point de vue-là, il appartient à la justice de faire toute la lumière. Faire toute la lumière suppose d'arrêter ces criminels-là, le juger à la hauteur de sa forfaiture et le foutre en prison. La perpétuité, à mon ami, s'il y avait justement une autre peine plus que la perpétuité, on aurait pu l'infliger à cela. Parce que vous imaginez, dans notre société, où vous vous mariez avec une femme, l'islam, puisque nous sommes des musulmans, l'islam vous dit et vous précise là-dessus, c'est-à-dire que quand vous ne vous entendez pas avec votre femme, la solution, elle est là, c'est le divorce. Ouais. Vous divorcez complètement sans pour autant qu'il y ait autre problème. Alors, c'est vrai que quelquefois, il y a quelques accrochages ou quelques prises de bec entre mari, femme dans le foyer, ça arrive souvent, mais il est interdit de battre sa femme. C'est une évidence, ça. C'est-à-dire que si on ne peut quand même pas comprendre ce acte, battre sa femme, qui est dans un sale état, parce qu'il faut le dire comme ça. Elle était malade, elle était là à coucher tranquillement, selon des explications. Vous demandez un service qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle ne se sent pas bien. Vous vous jetez sur elle parce que vous vous estimez plus fort. Et pourtant, il y a des salles de boxe où se trouvent des salles ou des sacs où tu dois venir maintenant montrer tes muscles. Tu ne le fais pas. Tu t'attaques à cette pauvre dame qui n'a quand même pas choisi d'épouser son bourreau. Vous savez, il faut enquêter un peu sur l'homme. Évidemment, ça c'est notre piste. S'il jouit de toutes ces ou si c'est un habitué de fait, parce que tous ces facteurs-là aussi doivent être pris en compte. Mais ce n'est pas une première, selon des explications. Moi, j'essaie quand même, c'est dans Coloma 2. Oui, on parle de Coloma. J'ai essayé hier de me mettre en contact avec, dès que j'ai vu l'information, avec le chef du quartier de ce côté-là. C'est un monsieur qui est absolument inapte, déconnecté, mais complètement. Donc, il n'était même pas au courant de ce qui se passait dans son quartier. Dans son quartier. Non, lui, on doit l'enlever. Oui, non, mais honnêtement, il ne faudrait pas comme le monsieur, tout ce qui intéresse le monsieur, c'est connu de tout le monde, c'est partout là où il y a une vente. Non, on ne va pas faire de procès de personne, mais lui, on doit le dégommer. C'est partout là où on vend les trains, et partout là, il y a problème de l'argent, et voilà, donc la vente de ces petits papiers là, c'est ce qui l'intéresse en réalité. J'ai appelé le secrétaire général du conseil de quartier qui me disait qu'il était en cours de route, il ne savait pas ce qui se passait.
je me suis dit quand même, voilà un véritable problème aujourd'hui, puisque les élus locaux, tout au moins les administrateurs locaux, qui sont censés être de plus en plus proches de leurs citoyens, s'enquérir de la réalité, puisque normalement 10 minutes ou 5 minutes après l'acte, c'est un quartier. Ouais. C'est pas une commune, ça, c'est pas une région. Il aurait pu quand même être, si il est tenté qu'il est là justement pour la population de son quartier, ou tout au moins pour ses citoyens, il aurait pu quand même s'enquérir de la réalité et automatiquement s'en approprier de cette affaire pour essayer de coordonner tout ce qui a coordonné. Ouais. Ce qu'il faut dire sur cette question-là, il en est de même pour ces viols qui se passent sur mineurs là. Il y a de ces femmes, il y a de ces hommes aujourd'hui qui sont devenus des véritables criminels à l'égard des femmes. Ça se passe inaperçu, mais je pense qu'il appartient à l'État de revoir cette situation et de revoir tout l'arsenal juridique. C'est quelqu'un, un homme qui... Parce que autant il est souhaitable que vous soyez avec votre femme, mais autant vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. À mon avis, moi c'est comme ça, c'est ma philosophie. Si vous ne vous entendez pas, il faut divorcer. Mais absolument. Nous tentons de joindre le jeune frère de la victime, malheureusement qui ne décroche pas. On va laisser un message pour qu'il puisse comprendre que c'est le stand qu'il appelle, parce que certainement il n'a pas le numéro du stand. Mais avant d'arriver, avant d'avoir la réaction du jeune frère Akila, de ce côté, nous avons fouillé quand même à écouter certains parents. C'est comme si le monsieur avait l'habitude de battre sa femme, mais les parents, on parle de ces conservateurs. Oui, parce qu'en Afrique, il y a cela. Quand tu te retrouves dans un foyer, tu es bloqué dans le foyer, tu ne dois pas divorcer. N'est-ce pas là une des problématiques dans les couples en République de Guinée, surtout en Afrique en général? Vous savez, certaines familles, je ne sais pas c'est quoi le problème, ou bien que quand leur fille divorce, qu'elle ne va plus se remarier. Et les gens doivent sortir dans cette histoire, parce que ce qui arrive aujourd'hui pour moi, c'est de la torpeur. Il ne faut pas penser que si votre fille qui est battue pendant des jours, qu'elle vienne vers vous pour vous expliquer, et puis vous la rejetez. Non, c'est ton mari. Il y a même des mères de famille qui disent, tu sais, moi chez ton papa, cela m'est arrivé. J'ai vécu le pire. Ce que tu as vécu, ta fille ne doit pas aussi être la même victime. Elle ne doit pas vivre la même histoire que toi. Mais aujourd'hui, il y a de ces familles qui disent la soumission de la femme. Qu'on nous sorte de cette démagogie. Dieu... La femme, l'homme, nous sommes tous dans les mêmes pieds d'égalité. Il y a de l'égalité. La soumission, c'est une imposition divine. Hein, pas du tout. Oui, attends, je finis. Peut-être que tu vas comprendre. Ouais. Je finis. La soumission, chez Dieu, les hommes et les femmes sont égaux. Il n'y a pas de différence. Mais on dit, l'islam dit... C'est l'islam lui-même qui dit que la femme elle-même aussi doit son paradis à son mari. L'islam dit... Sur cette question, il ne faut pas être trop philosophique là-dessus. L'islam le rappelle. L'islam dit... que si l'homme a 50, la femme doit avoir 55. Mais n'a pas parlé d'une telle soumission pour qu'on te tue dans ton foyer. Non, loin de là. C'est fini. Voilà, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, ces hommes qui se comportent en animal, ils doivent arrêter. La femme n'a pas besoin de souffrir. D'ailleurs, la Sunna même le dit. L'homme peut partir au marché comme la femme peut partir au marché. Mais il y a de ces hommes, même quand leur femme leur refuse sur le lit, vous voyez, ils se livrent à des bastonnades. C'est anormal, c'est inhumain, c'est de l'animosité. Si tu ne peux pas aimer ta femme, si tu sais que tu es colérique, que toi, tu ne peux pas te maîtriser devant ta femme, il serait judicieux de te retirer dans ce mariage, de la renvoyer chez ses parents. C'est aussi simple que ça. C'est quand même... Mais qu'on arrête de bastonner, la femme n'est pas... C'est quand même déplorable. On va avoir tout à l'heure le témoignage d'un de ces jeunes frères que j'ai eu hier tardivement. Hier, après, dans ses propos, j'ai compris que c'était un homme abattu, un homme perdu. C'était pour eux une grande perte, hein, parce que il me disait au téléphone, mais attention, monsieur le journaliste, Manéa, c'était pour nous le plaisir. Manéa, c'était pour nous le bonheur. Parce que quand tu es avec elle, tu te sens à l'aise. Manéa, c'était une femme soumise. C'était un exemple de femme soumise. En tout cas, dans toute la famille, tout le monde sait qu'elle avait un comportement irréprochable. Mais à voir ce qui est arrivé, ils étaient tous abattus.
abattu parce qu'il ne pensait pas que cela allait arriver. Pire. Si, tu te Vous savez je me que- mets à la place de cet homme. Non, mais c'est ça. Je me mets à la place de cet homme. Oui, tout homme qui a des sœurs. On va écouter peux pas accepter. son jeune frère. Il est déjà en ligne. Ibrahim Assouri, Camara, jeune frère de la Defente. Monsieur Camara, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'accepter en tout cas, d'intervenir dans cette émission. Le scanner est sur Kavi Media. Je rappelle que vous êtes le jeune frère de la Defente, Fatoumata Manea Camara. D'abord, toutes nos condoléances à toute la famille éplorée. Et aujourd'hui, expliquez-nous, rappelez-nous en quelques minutes ce qui s'est réellement passé. Comment vous avez appris la nouvelle? Hier, ça s'est passé depuis avant-hier. Maintenant, il a eu le décès le jeudi. D'accord. Maintenant, avant-hier, sa fille m'a appelé avant-hier. Allô? Oui, on vous reçoit. Sa fille m'a appelé avant-hier. Elle m'a dit, Sola, tu es où? Je dis, je suis au travail. Elle m'a dit, viens prendre ta soeur, de ramener ça à l'hôpital. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais là où je suis, je ne peux pas me déplacer là-bas. Mais tu prends une voiture de déplacement, tu prends ta maman, tu l'amènes à l'hôpital. Maintenant, arrivé à l'hôpital, je dis, bon, il faut passer le téléphone à le docteur. Maintenant, elle a passé le téléphone à le docteur. Moi et le docteur, on a parlé. Je dis, c'est ma grande soeur. Il faut faire son bilan et contrôler lui parce qu'il est malade. Moi, je ne suis pas là-bas. Tout problème, vous allez me dire, l'argent, moi, je vais payer l'argent. Maintenant, ils m'ont dit, non, il n'y a rien là-bas. Je dis, maintenant, il faut faire le visite. Ils m'ont dit, ouais, ils ont fait le visite. Maintenant, ils ont fait le perfusion encore. Après ça, quand il a fini de prendre la perfusion, après ça, elle est partie à la maison. Maintenant, son mari, il y a son fils là-bas. Maintenant, elle a appelé sa fille à prendre ça, aide-moi de faire ça. Maintenant, son mari est venu. Elle a dit, je te dis, il ne faut pas fonctionner ma fille. Elle a dit, pourquoi je ne peux pas fonctionner ta fille? C'est pas ma fille. Maintenant, boum, elle est partie encore. Elle a tiré la fille. Elle a tiré son jambe sur le lit, quoi. Elle a fait descendre dans la terre. Maintenant, il est en train de bastonner et mettre son pied sur le lit. Maintenant, sa fille a appelé ma grande soeur. Elle a dit, son mari est en train de frapper. Maintenant, ma grande soeur a dit, prenez-la, vous ramène à la maison. Maintenant, quand son petit frère vient, moi je vais l'expliquer. Je dis, ok, il faut lui laisser ici. Maintenant, moi je vais occuper de ma soeur. Quand il sera guéri, moi-même je vais prendre ma soeur, je vais aller accompagner son mari. Je dis, personne va aller me accompagner parce que c'est ma soeur. Moi je vais lui occuper ici. Quand il est guéri, moi je vais prendre sa main, je vais aller ramener son mari. Maintenant, à partir de 6h, 7h, elle m'a appelé. Tu es où? Je dis, je suis à la maison. Aujourd'hui, je vais mourir aujourd'hui. Ben, tu vas me prendre, tu vas m'amener à l'hôpital. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il y a un de mon petit frère là-bas, je lui ai dit, prenez le taxi, déplacement vous amène à Hamdallah, hôpital Hamdallah. Maintenant, ils ont parti là-bas et ils ont dit, nous, on ne peut pas recevoir la dame là. Maintenant, il n'a pas le temps. Maintenant, je l'ai appelé encore. Je dis, maintenant, ils ont dit, il ne prend pas, qu'il n'a pas le temps encore dans son corps. Je dis, maintenant, il faut prendre le taxi, déplacement, tu viens à Ratoma. Arrivé au Hamdallah, au rond-point, arrivé là-bas, maintenant, il a commencé de vomir le sang est en train de sortir son nez, avec ses oreilles, sa bouche encore. Maintenant, arrivé à Hamdallah rond-point, maintenant, elle a décédé. Bon Dieu. C'est ça que je connais jusqu'au là-bas. Alors, Ibrahim Sori, à vous entendre, c'est comme si votre sœur avait perdu beaucoup de sang. C'est ce qui expliquerait un peu ce manque de sang dont les médecins en ont fait cas.
Est-ce que c'est cela? Bon, les médecins nous ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je dis moi elle m'a appelé avant-hier qu'elle est malade. Elle a dit non. Quelque chose se passe. Il faut dire toi tu ne connais pas. Je dis moi c'est que ils m'ont expliqué, c'est ça que je voudrais expliquer. Il a dit nous on ne peut pas dire ça. Il faut que tu appelles les autorités et les docteurs, ils vont aller vérifier. Je dis ok. Bien. Pour cela, j'ai appelé mon ami. Maintenant, je dis à mon ami de m'aider. Ok. Monsieur Camara, est-ce que l'époux de votre grande sœur, votre défunte sœur, est-ce qu'il avait l'habitude de battre sa femme? Tous les jours. Parce que quand elle vient à la maison, je dis il faut pardonner. Moi, il faut pardonner parce qu'on n'a pas le père ici, ni mère. Je dis il faut pardonner. Il faut regarder moi. Quand tu viens à la maison, quand tu te bats à maintenant, tu viens à la maison. Moi, je vais te prendre pour ramener là-bas. Parce que avant d'aller là-bas, je vais prendre 2 gendarmeries et mettre de plainte pour que je vais aller te confier. Pour que je ne fais pas du mal de toi. C'est ça que j'avais décidé. Ça toujours, ils vont battre. Ça toujours, ils vont battre. Ibrahim Sori. Toutes les familles. Oui. Alors, puisque déjà, le mal est déjà là, c'est bon. Est-ce que la première question, est-ce que le mari de votre défunte sœur jouit de toutes ses facultés? Est-ce qu'il n'a pas de problème mentaux, je vais dire, pour qu'il se livre à ces arts de choses? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce que vous comptez faire après que votre sœur ait rendu l'âme? Oui, parce que nous, on ne peut rien décider. Comme nous sommes la main des autorités, avec la main de connaissance des journalistes, nous, on ne peut pas dire quelque chose devant eux, quoi. Il faut que nous, on reste derrière eux, quoi, derrière les autorités. C'est que les autorités vont dire, nous aussi, on reste derrière lui là-bas. Parce que nous, on ne peut rien décider. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des autorités qui se sont intéressées à ce dossier? Le projet, par exemple, ou la gendarmerie? Oui, bon, ils ont venu hier, ils ont pris le corps, ils ont amené ça à l'hôpital Ignace. Maintenant, depuis hier. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont nous appeler. Qui a amené le corps? Qui a amené le corps? C'est Ndiaye, colonel Ndiaye. Le projet, non? C'est un chef, c'est un policier. D'accord. De contrôle. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous attendez à ce qu'il y ait des résultats de l'autopsie. Oui. Et le mari, aujourd'hui, où est le mari? Où est-il? Est-ce qu'il est venu en famille? Est-ce que sa famille est venue? Bon, hier, comme c'est moi-même qui est parti chez eux là-bas, il n'était pas là-bas. Jusqu'à parce que il a rendu l'âme à 7 heures. Je me suis embarqué directement, je suis parti chez eux là-bas, à Koloma. Maintenant, je suis parti là-bas, je n'ai trouvé personne là-bas, même ta famille là-bas. Maintenant, il y a elle. Oui. Donc tout le monde est parti. Allô? Oui, vous êtes là? Tout le monde était parti alors? Allô? Oui, allô, Camara? Allô? Camara, vous êtes là? Vous nous recevez? Allô? Je pense qu'on a un petit souci technique avec la liaison. En tout cas, on a écouté juste une petite partie en attendant que nous puissions rappeler Ibrahim Sori Camara, qui est le jeune frère de la défunte. Vous l'avez écouté, c'était, comme on le disait tout à l'heure, une habitude de cet homme de battre sa femme. Et nous sentons dans les propos d'Ibrahim Sori que la famille a pris la poudre d'escampette. La famille de l'homme, hein, notamment. Vous savez, je ne sais pas, peut-être que pour la toute première fois, je vais perdre ma langue derrière un micro. Parce que là, je t'ai vu, tu t'es abattu quand il ce qui est expliquait. Arrivé est écœurant. C'est dommage. Oui, il est revenu. Oui, monsieur Camara, nous vous écoutons. Oui, depuis que le jour de son mariage, depuis que le jour de son mariage, après 1 mois, 2 mois, chaque jour, c'est le bagarre. Chaque jour, c'est le bagarre. Elle a fait combien d'années de mariage? Elle est mariée depuis quelle année? Elle est mariée depuis quand? Ça fait 5 ans comme ça. Ils ont des enfants à 2 ou... Ouais, parce que la femme qui est décédée, ma soeur, elle a 5 enfants. Elle a eu deux enfants avec le monsieur là, quoi. Ok.
Donc au total, elle a 5 enfants, deux enfants avec le monsieur. Ah. Ok. Maintenant, son premier mari avait décédé quoi. Okay. Elle a eu 3 enfants avec là-bas. Maintenant, nous, on a récupéré les enfants là-bas. C'est moi-même qui a dit, pourquoi parce que tu pars là-bas, il y a certains garçons, ils ne veulent pas ça. Ils veulent de toi, mais ils ne veulent pas des enfants. Maintenant, il faut laisser tes enfants, nous, on va occuper de ça. Toi, tu vas chez ton mari. Est-ce qu'on peut connaître l'identité de son mari, hein, de son bourreau, le présumé coupable? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Son nom, s'il vous plaît. C'est Sekou Kamara. Sekou Kamara. Oh. Ok, Sekou Kamara. Même son dernier fils là, lui n'a même pas assis d'abord sur le terre d'abord. Le dernier. Lui n'a même pas assis au terre d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Akila, une question parce que je te vois carrément abattu là. Bon, mes sincères condoléances parce que moi j'avais vu hier l'image de sa fille, c'est pas si c'est sa fille aînée. Je voudrais juste savoir quel est aujourd'hui son état d'esprit, comment il se sent. Okay. Tout problème ici, parce que nous on attend les docteurs ici, tout problème. Non, on parle de sa fille, de ses enfants. Son enfant. Comment vont ses enfants aujourd'hui? Comment ils sont aujourd'hui, leur état d'esprit? Parce que nous, on n'a rien. Parce que c'est moi seul qui est là-bas. Parce que je n'ai rien. Je me débrouille pour que je occupe les enfants là-bas. Si je vais prier les bons dieux avec les bons gens qui veulent nous aider, quoi. D'accord. En tout cas, toutes nos condoléances et bon courage. Nous souhaitons que justice soit rendue comme vous le demandez dans cette affaire. Bon courage à vous, monsieur Ibrahim Assouri Kamara. Okay, merci. Donc, nous avons écouté tout à l'heure le frère de la victime. Une bien triste histoire, hein, s'il faut le dire. Tous abattus dans ce studio. Je pense que nous allons, à ce sujet, nous arrêter là parce que tout a été dit presque. Et aux autorités de se bouger pour trouver une solution rapide et situer les responsabilités. Parce que là, on ne peut pas continuer à cautionner que des femmes meurent sous les coups des époux. Là, c'est quelque chose d'écœurant. Et honnêtement, ensemble, nous allons suivre ce dossier pour voir jusqu'où les autorités vont le mener. On marque une petite transition et derrière, on continue avec cette émission, Le Scanner. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Media. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Media. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Media. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance.
Merci d'être des nôtres dans le scanner. Vous êtes sur Kavi Media, la 89.5 en bande FM, sur nos différents réseaux Facebook, Flash Guinée, Kavi Media. Vous pourrez en tout cas nous suivre en direct à travers ce canon, évidemment sur Instagram, YouTube et d'autres réseaux sociaux pour votre plaisir. Nous parlons de cet autre sujet brûlant, c'est les résultats de l'évaluation à mi-parcours des ministères. Un ministère qui se retrouve avec 0 point. Aquila, c'est dommage pour la République. Une première. Donc, le symptôme Hawing est en train de se répandre même dans le gouvernement. Je connais le ou la ministre en question qui a eu 0. Tu prétends connaître. Mais je connais même. Je connais. Comment alors? Je connais. Non, je connais. C'est dans les secrets de Dieu maintenant. Je connais la personne. Je connais la personne, mais sauf que... J'espère que c'est pas un ministre qui fait du sport. Non, ça n'a rien à voir avec Bien. Ça n'a rien à voir. Allez. Et surtout quand on me parle des ministres qui ont eu une note comme quoi ils sont passables. Deux ministères voilà, passables, exactement. un ministère 0. Et qu'on me dise que c'est un seul ministre qui a eu 0 point, je me demande comment ils ont évalué les deux qui ont eu la note comme quoi c'est pas ça, parce que c'est des mourants en fait qui sont à ces départements. Et comme on le dit à l'université, voilà. Juste pour ne pas mourir. Voilà, pour ne pas mourir, mais quand même, je suis étonné. Je suis étonné quand même qu'on me dise que c'est les deux ministres là qui sont sur une bonne ligne. Après qu'on me dise qu'il y a eu d'autres ministres qui ont aussi eu, je ne sais pas si c'est 13 ou 12. L'évaluation du ministre Bernard Gomou, je n'ai pas arrêté de le dire et je ne vais pas cesser d'ailleurs. Il n'y aura pas de remaniement ministériel, ce n'est pas prévu. Oui, puisqu'il ne l'a pas dit. Voilà, ce n'est pas prévu, mais il faut s'attendre après quelques mois, les 6 mois à suivre. Certainement qu'il y aura des remaniements ministériels selon de bonnes sources. Mais le problème aujourd'hui, quand vous prenez les secteurs, vous prenez les départements ministériels, vous-même, vous sentez qu'il n'y a pas de gérance. La gérance, elle n'est pas là. Ouais. C'est des ministères qui sont dans le laisser-aller, en fait. Ouais. Aujourd'hui, quand vous prenez bon nombre de ministères, je ne vais pas citer certains, mais je sais de quoi je parle. Quand vous prenez la culture, vous prenez le sport, vous prenez le commerce, vous prenez l'environnement. Le plan. Le plan, là-bas même. Je sais. C'est pourquoi je l'ai évoqué. C'est une calamité, ça. Aujourd'hui, vous prenez ces départements ministériels. Quand vous prenez d'ailleurs la ministre de Commerce, vous voyez, quand elle était à l'environnement, il n'y avait rien. C'était blackout. Donc succinctement, je pense que pour toi, ça tourne autour du ministère du Commerce, du ministère des Sports, du ministère de la Culture, du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Voilà, parce que la personne qui était là ne m'a pas fasciné, n'avait pas un charisme communicatif. Aujourd'hui, on la laisse gérer le département comme qu'on va trouver une solution. Okay, mais... je veux te mettre dans ce jeu, forcément, parce que j'aime souvent le faire. Si on te disait de citer 4 ministères tout à l'heure, aujourd'hui, oui, qui peuvent se retrouver dans ce carcan, tu allais commencer par quel ministère? Si on me dit de citer 4 ministres, mais je ne vais pas je vais lui dire d'abord Béa Diallo. Le ministère des Sports, parce que moi je vais éviter les noms. Le ministère des Sports. Le ministère des Sports. C'est le Poulama du ministère de Commerce. Okay. Pourquoi pas Dioma Wing de l'Éducation. Pourquoi pas lui? Et le quatrième ministère. Pourquoi pas Rose pour la Prissemou du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Pour finir, peut-être Maurice Anda Kouyaté. Le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Donc, je me tourne vers Yaya Diallo. C'est le flou entretient encore cette communication du Premier ministre. Je pense que tu me suis. Le flou entretient encore, est entretenu dans cette communication du PM qui n'a quand même pas daigné donner les noms de ces ministres ou de ces ministères qui se retrouvent dans ce lot, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette ligne rouge. Oui, vous savez que, bon, je crains que ça en soit une diversion. D'accord. J'ai pressé un peu de détourner l'attention des uns des autres sur la véritable problématique qui assaille la transition. Je ne le souhaite pas, je pose juste une interrogation. Mais moi, quand même, ce qui m'a assailli, ce qui me touche au fond de moi-même, et quand j'ai vu la publication, ça m'avait vraiment rire, c'est comment on se retrouve avec un ministre qui n'a produit aucun résultat. Il a 0 point. Au moins, on pourrait quand même lui coller 10, au moins sur les 110. Oui, dans le micro. Oui. Micro. Mais
comment se fait-il qu'on peut avoir un ministre qui n'a absolument rien fait? Et vous serez surpris que c'est quelqu'un qui a à peu près, certainement, à peu près fait plus de 2 ans ici. Il n'a produit aucun résultat. Et non, ensuite, non, pas. Oui, non, mais quand on te donne 0, c'est que tu n'as pas. 2 ans, 2 ans, non, 2 ans. Aucun ministre n'a fait 2 ans. Aucun ministre n'a fait 2 ans, mais pour le moment. Presque. Ça a tout l'air, hein, voilà. Presque. Peut-être. Voilà, presque. Voilà, donc j'arrondis, pareil que c'est. Ouais. Mais je sais. Bah, aujourd'hui, tu vas faire ton classement. Tu vas faire comme Akila, puisqu'on a notre invité qui. Non, moi, je n'irai pas jusqu'à. Non, il faut faire comme Akila. Est-ce que tu peux donner 5 ministères qui peuvent se retrouver dans. Premièrement d'abord, le Premier ministre lui-même doit sauter. Non, mais lui n'a pas été évalué. Oui. On parle des ministres évalués d'abord. On va aller successivement. Moi, je veux bien être assez simple avec vous parce qu'à mon avis, c'est un Premier ministre marche-pied. C'est un Premier ministre, disons, qui ne joue pas. Non, on parle pas là du Premier ministre Yaya. Là, on parle carrément bien du ministre. Non, on parle des ministres évalués Yaya. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous lie à Bernard. Non, rien ne me lie à Bernard. Je parle de l'évaluation. Vous savez, la question, elle est claire. Je parle de l'évaluation. On a évalué 27 aujourd'hui. Premièrement d'abord. Il faut apprécier Bernard Gomou. Premièrement d'abord, même si ça n'aura pas d'impact. Oui, c'est ton avis. Mon avis est qu'au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, il y a un véritable problème. Le deuxième ministère. Le deuxième ministère, c'est celui de l'éducation nationale. Le Guillaume doit sauter. Oui, l'enseignement préuniversitaire plutôt. Parce que le ministère de l'éducation nationale n'existe plus. Bachir Diallo de la sécurité doit sauter. Bachir Diallo du ministère de la sécurité. BA au niveau du transport doit sauter. Donc, si je dois confronter, oui. Et la dame au niveau du commerce qui a... L'Opulama qui, à mon avis, est une véritable déception et malheureusement, c'est le résultat, ce qui a caractérisé justement le coup d'État qui a fait qu'on se retrouve va faire avec de la mathématique rapidement, On va faire de la mathématique, on va confondre vos propos. On va se retrouver avec Béa. Vous êtes d'accord que Béa, si on devait vous demander, le ministre Béa pourrait se retrouver. Je dis bien, je mets ça au conditionnel. Je suis très clair là-dessus. Quand il y aura un remaniement ministériel, Béa Diallo, Lopulama, le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo, un département devenu aujourd'hui une calamité. Ne vous attendez à rien, ils vont partir. Ça, j'en suis sûr et certain, ils vont partir. Je ne suis pas dans les secrets présidentiels, mais je vous le rassure. Tu es dans le secret des dieux. Je vous le rassure. Ces 3 ministres, ils vont partir et s'il faut, Bernard Gomou suivra les pas. C'est clair. C'est pourquoi j'ai commencé par lui, puisque c'est lui le Premier ministre. Non, mais pour le moment, on parle des ministres évalués. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'on reste dans ce cadre. Pour le moment, Bernard Gomou n'a pas été évalué. Donc pour le moment, on met ça de côté. On se concentre sur les ministres qui ont été évalués. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on reste dans ce cadre, évidemment. Et puisque la loi dit que le contrôle et l'impulsion de l'équipe gouvernementale lui incombe en tant que Premier ministre, si on constate de problèmes ou de défaillances là-dedans, je pense que le premier responsable, c'est le Premier ministre. Bah, ça c'est ton opinion que je vais forcément je rappelle la loi. Oui, je respecte cela. Merci. Mais pour le moment, selon ce qui est fait, nous devons comprendre que le Premier ministre n'a pas été évalué. Qui va l'évaluer même? Et je me posais la question en off avec Akila. Peut-être que c'est le président Mamadi Doumbouya qui va former une commission pour l'évaluer. Mais pour l'heure, on ne sait pas. On n'a pas parlé du ministère des Transports, mais on va parler tout à l'heure de transport. On va parler de travaux routiers avec notre invité qui s'impatiente déjà. Mais avant ces derniers détails, pourquoi faut-il garder le flou autour des noms de ces ministères? Non, on ne garde pas. Non, il n'a pas dit en conférence de presse. On ne garde pas de flou. Je ne vais pas faire le porte-parole là pour Bernard Gomou, mais attendez-vous quand même à quelque chose. Ça, j'en suis sûr. Attendez-vous à quelque chose. Vous savez, il y a eu des ministres recommandés. Si ça ne tenait qu'à Bernard Gomou, ces gens-là auraient parti depuis. Mais vu que c'est des gens qui ont été recommandés par des grosses têtes, parce que Béa Diallo a été recommandé par une personne très proche de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu Mori Kondé. C'est la même chose. Il y a assez de ministres qui ont été recommandés. Et c'est pourquoi il se tape la poitrine devant Bernard Gomou. Il y a même un ministre qui a dit une fois que Bernard Gomou ne peut pas lui commander. Que c'est eux qui sont les centres, s'il faut,
de cette transition. Bien. Donc, ce qui est bien, de vous le voir. Ce qui est bien dit, nous allons en tout cas passer à une autre actualité, un autre sujet, évidemment, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi, nous parlons développement et nous parlerons tout à l'heure de nos routes avec notre invité, M. Bala Moussa Konaté. Il est ingénieur en pont et chaussée, juste après cette transition. L'actualité se plie au débat interactif sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission, Le Scanner, et je vous le disais tantôt, nous parlons de développement avec notre invité du jour. Il va en tout cas répondre à nos questions, nos interrogations liées à la problématique des infrastructures routières en République de Guinée. Nous allons parler des avantages et des risques à courir, puisqu'aujourd'hui, tout Conakry, vous l'avez constaté, est en chantier, mais cela n'est pas sans conséquences. Il va tout à l'heure répondre à nos questions. Monsieur Bala Moussa Konaté, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Abdallah. Bonjour à vos confrères. Je salue votre grand média et surtout vos auditeurs et vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut rappeler que vous êtes convalescent depuis plus d'une semaine, oui, mais vous avez accepté d'être dans ce studio avec nous pour parler notamment de cette problématique qui vous inquiète aussi en tant que citoyen guinéen. Aujourd'hui, nous parlons des routes guinéennes, M. Bala Moussa Konaté, des alertes que vous faites constamment sur votre page Facebook. Si on vous demandait de faire une cartographie des routes en République de Guinée, est-ce que vous pensez que la Guinée est en train de faire du chemin? Effectivement, la Guinée est en train de faire du chemin, même si le chemin reste encore très long. Ouais. Vous savez, quand quelqu'un est sur la trajectoire, positivement parlant, et lorsque il est en stagnation ou bien il est en train de reculer, les appréciations vont dans les trois sens-là. Mais le rythme qui est pris, il faudrait beaucoup surveiller celui-ci, parce qu'on a connu une première éclosion des routes modernes en Guinée, au milieu des années 80 jusqu'en fin 90. C'est pendant ce temps, même jusqu'en 2001 comme ça, pendant ce temps où on a eu à faire beaucoup de linéaires, on a fait beaucoup de grands ouvrages, Fatala, Irikiri, vous allez citer plusieurs autres, Gianni, mais il faut reconnaître que avec tous les linéaires qui ont été faits, on n'avait pas encore une stratégie solide de consolidation des acquis. Et disons que depuis 2002-2003, jusque récemment, nous étions préoccupés à corriger nos erreurs du passé. Ouais. Et tant bien que mal, puisque nous reproduisions en même temps certaines erreurs, cela a compliqué la situation, de sorte que le domaine des routes, tout ce qu'on a comme activité routière, se sont invités même sur la scène politique. Et nous sommes en train de prendre un autre élan que je souhaite toutes les réussites possibles, mais ça dépendra d'une certaine prise de conscience, d'une certaine rigueur qui a manqué par le passé. Sinon, en tant que spécialiste des questions routières, donc acteur même, parce que je suis pratiquant, et je dirais aussi les responsables au plus haut niveau qui s'occupent donc de ce domaine. En Guinée comme ailleurs, la préoccupation majeure en matière de route, c'est toujours deux choses. Première préoccupation, c'est que la population, le pays, toutes nos populations doivent jouir de leur droit d'avoir des routes de qualité,
des routes qui satisfassent dans le présent comme à l'avenir. Autrement dit, nous devons être suffisamment futuristes pour ne pas faire des routes rien que pour satisfaire les hommes d'aujourd'hui. 5 ans, 6 ans, c'est encore la redondance, c'est-à-dire nous reprenons tout comme d'habitude. Première préoccupation. Et seconde préoccupation, tout faire pour que nous consolidions effectivement les bonnes choses que je viens de dire, les routes effectivement qui sont dans la dynamique du développement, de la satisfaction totale, et quel que soit le temps. Parce que ce sont des spécialistes, ce sont des personnes très réfléchies qui ont été vraiment en avant par rapport à la réflexion pour que la population ne sente pas des brisures. Depuis combien d'années? Près de 10 ans ou plus. Ça nous Conakry en chantier. C'est une bonne chose, à condition que ce soit pour ne plus répéter les mêmes façons d'occuper le terrain à Conakry. Ça ne doit pas être la régulière. Combien de fois nous avons indisposé? Imaginez, le monde des routes est en train d'indisposer tout ce qu'il y a comme activité fondamentale dans le pays, surtout à Conakry. Imaginez si d'autres domaines le faisaient comme ça. Nous sommes importants, mais nous ne sommes pas les seules activités indispensables dans le pays. Donc, nous ne devons pas empêcher ni le médecin, ni le militaire, ni le journaliste, ni surtout les élèves de faire comme dans les bonnes routes le temps de trajet. Parce que quand une route est en bon état, vraiment une route est en bon état, la population ne doit même pas savoir qui s'appelle ingénieur. Nous ne sommes pas des artistes. Si nous l'étions, nous devons être des artistes dans l'ombre. Nous ne sommes pas des artistes pour que quand nous faisons une œuvre, qu'on dise que oh, c'est tel ingénieur, tel qu'a fait. Quand ça va chez nous, nous ne devons pas être connus. Dans les conditions normales, moi je ne devrais pas être constamment dans les médias. Parce que ça ne va pas. Je souhaite que ça marche pour que je sois moins présent dans les médias. Cela veut dire que nous devons faire des routes de qualité, des routes vraiment telles que la population n'a que bénéficié, n'a de contact avec la route que d'être au travail, d'être dans les activités. Cela veut dire que le premier, quand la route marche très bien, c'est un confort de se sentir sur la route. Quand je dis aujourd'hui que je vais à Kaloum, fait que je ne suis pas préoccupé de l'embouteillage, etc. Ou bien quand je dis que je vais à Kenya, c'est que la Guinée qui est un beau pays, et je peux contempler la nature, etc. Premier, quand ça va très bien. Deuxièmement, c'est le temps de trajet. Quand je dis que je vais à Kenya, il ne faudrait pas que je me préoccupe pour dire à ces gens-là, ah, peut-être j'arriverai à tel moment. Le peut-être là, ça c'est la volonté de Dieu. Mais ça ne doit pas être lié ni à votre véhicule, et encore moins à la qualité de la route, ni aux tracasseries, bien entendu. Troisièmement, il ne faudrait pas que quand quelqu'un met son véhicule en circulation, que vraiment quand il rentre, quand il arrive à destination, qu'il soit obligé d'envoyer sa voiture ou bien son camion, etc., au garage pour regarder ce qui a pu ne pas marcher, parce que la route n'est pas de qualité. Pas seulement que la route est dégradée, mais la route n'a pas été construite dans les règles de l'art. Et enfin, il faudrait que le véhicule, la route ait des équipements fonctionnels sur le plan de la sécurité routière. Donc, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de bandes blanches, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de panneaux de signalisation, qu'on ne dise pas qu'il y a des glaciers, qu'on ne voit pas trop de virages dangereux, etc. Donc, c'est quand les routes marchent. Mais comment évaluer ça? Si vous me donnez le temps, techniquement, je vais le dire. Oui, avant l'évaluation, on va échanger, oui, Yaya. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pendant presque 10 ans, le micro, Yaya, ton micro. Pendant plus de 10 ans, on vous interroge sur cette question. Félicitations pour votre disponibilité. Alors, la première question, qu'est-ce qui explique qu'en Guinée, seulement 5%, disons, de nos routes nationales sont bitumées, moins que 5%. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on dit que la Guinée compte moins de 2500 km de routes nationales bitumées pour un réseau routier. Écoutez, compte moins de 2500 km. Donc, des routes nationales bitumées pour un réseau routier de long de plus de 43 000 km. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Bon, en fait, il n'y a pas de paradoxe. Correctif de toutes les façons, le nombre, parce que faites la différence entre les routes qu'on appelle le réseau routier et le patrimoine routier.
Parce que ce que vous avez dit là, c'est le réseau routier. La plupart des travaux... je comprends. Les routes nationales au pluriel. Hein. Non, vous avez raison. Attendez. Ce que vous avez dit, il n'y a rien dedans, sinon que du bien. Oui. Le route nationale plus route préfectorale plus route communautaire, c'est ce qu'on appelle réseau routier. Les routes urbaines ne font pas partie de ce classement-là. On les appelle les voiries urbaines. Parce que même en matière de construction, en matière de route, réseau routier, ce sont les techniciens que nous sommes qui intervenons. Mais quand il s'agit en principe de routes urbaines, nous ne devons pas être les seuls intervenants. C'est-à-dire que la route est un élément de l'urbanisme et non l'urbanisme. Quand on parle du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, en principe, c'est celui-ci qui doit définir les domaines d'intervention de la route, donc du ministère des Travaux publics. On trace d'abord la route, on trace d'abord la ville, de façon urbaine. Vous savez que par définition très simple, l'urbanisme est un domaine qui consiste à aménager un espace urbain, une ville et son alentour, suivant des critères administratifs, techniques, fonctionnels et même esthétiques. Cela veut dire que tout ne doit pas être routier, même quand c'est la voie publique. Il y a ce qui s'appelle mode routier ou circulatoire. Il y a ce qui s'appelle où il faut laisser l'adduction d'eau passer, l'assainissement passer, réseau internet, réseau électrique souterrain et tant d'autres dépendances, pourquoi même pas de l'environnement, c'est-à-dire l'espace vert, etc. Il faut laisser des endroits où on dit zonage. Autrement dit, c'est des domaines de l'État qui doivent être restés comme la nature les a faites. Ça peut être des forêts classées, ça peut être, etc. Surtout les points d'eau, les voies naturelles de circulation des eaux, etc. Donc, quand nous devons faire des routes, nous devons être en harmonie avec le ministère de l'Habitat et de la Ville, pas pour que les projets-là soient à leur charge, mais qu'ils nous définissent par rapport à la SEC, par rapport à etc., qu'est-ce qui doit être fait par les autres, pour qu'ensemble, dans ce que nous allons travailler, que l'un ne revienne pas sur le travail de l'autre. C'est en cela que tout ce qu'on fait comme béton armé actuellement constitue une sorte de bombe à l'avenir, bien que les routes soient garanties. Bien, je rebondis. Je permets, là même. Bien que les routes soient garanties, mais quand l'adduction d'eau et autres choses vont commencer, puisque nous n'avons pas coordonné les activités, ceci risque vraiment d'entamer sérieusement ces routes-là. Quand c'est en béton armé, la dépense de démolition va être plus élevée. Mais si vous me permettez, parce qu'elle a posé une question très importante. Allez-y. En matière de goudron, les bétons, oui. Pour les routes nationales, parce que réseau routier, j'ai dit route nationale et tant. Tout à fait. Vous allez, en fait, ce n'est pas que ces 5% qui sont en bitume. Vous avez parlé de 7000 km et que vous avez parlé de 2300, quelque chose comme ça. 2500. 2500 km de route nationale. Même ça, c'est trop, ce n'est pas exactement, c'est pas tout à fait exact. Parce que quand on dit bitumé... Donc c'est moins que ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des routes de qualité. Vous savez, je vous parlais de la vérification technique sur le plan structurel de la route. Et la rigueur de la loi, autrement dit du métier, demande que quand on doit évaluer les routes, on les évalue en fonction de ce qu'on appelle l'UNI, en fonction de ce qu'on appelle l'adhérence, la déflexion et la somme des dégradations telles que faïençage, nid de poule, etc. Au niveau de la chaussée et de ses dépendances. Mais par rapport à ça, on peut classifier les routes en fonction de leur état. Moins de 5%, quand il y a moins de 5% sur une linéaire, disons sur 100 km, d'après ce que j'ai dit là, la qualité unie par rapport à l'adhérence, par rapport à la déflexion, par rapport à la somme des dégradations, à la famille des dégradations, et quand on fait notre évaluation réellement, quand on voit qu'il n'y a que 5% de ces défauts, on peut dire que la route est en bon état. Lorsque cette évaluation varie au-delà de 5% jusqu'à moins de 15%, on dit que la route est passable. Lorsque la somme de ces évaluations, on trouve que la route est à plus de 15% moins performante par rapport à ces facteurs que je venais de dire,
on dit que la route là est en mauvais état, dans la rigueur de loi. Mais quand vous laissez les faïençages apparaître, vous ne faites pas ce qu'on appelle l'entretien préventif, vous ne faites pas l'entretien même curatif quand ça arrive finalement. Quand vous spéculez sur les choses, je me dis sincèrement que c'est dans ça que le technicisme a son problème. Actuellement, je vous ai appris, après 10 ans de communication, après des constats sincères, les plus hautes autorités, que ce soit un président, que ce soit un premier ministre, je ne vais pas loin, plus le cabinet du président, c'est-à-dire ils sont surpris de la même manière que la population de voir que les travaux qui ont été confiés à certains techniciens n'ont pas été à la hauteur de l'attente. Ils ne sont pas du métier. Vous avez vu, même quand je commence à parler de faïençage extérieur, vous êtes perdu dans les nuages. C'est un domaine éminemment technique. Il faudrait que les techniciens occupent leur poste nous allons échanger. Pour ne pas décevoir. Oui, nous allons échanger. Vous avez parlé tout à l'heure des bétons, des routes, en tout cas qui sont faites en béton armé. Ouais. C'est ça, non? Bien entendu. Aujourd'hui, entre les bétons et le bitume, qu'est-ce qui est favorable pour, un, l'économie guinéenne, deux, pour la longévité? Qu'est-ce qui est plus accessible, plus facile? Deux choses en même temps. Oui. Faisons la moyenne. Prenons la solution optimale ou idoine pour notre pays. Qu'est-ce qui est mieux pour notre pays? C'est le béton bitumineux. Et pour longtemps, je suis ami à plusieurs de mes collègues de la sous-région, des ingénieurs, même au-delà de la zone ouest africaine. Je suis ami à plusieurs ingénieurs pour les avoir pratiqués. Eh bien, à travers toutes mes communications, dont certaines sont beaucoup plus professionnelles entre eux et moi, mes renseignements m'ont fait savoir que la façon dont nous sommes attelés au béton armé en Guinée ressemble beaucoup plus à la peur de ne pas que chaque année, la saison des pluies, que les populations commencent encore à lancer des pierres sur les techniciens. C'est beaucoup plus pour ça, à mon avis, que le vrai problème. Je le dis, il faut être pédagogique pour toujours répéter les choses, que la première fois que le béton armé a été fait en Guinée de façon très prononcée, c'était en 1967. Non seulement entre la Payotte et le carrefour Donka, parce qu'à l'époque, la zone était relativement marécageuse. Le béton armé permet, avec son impact sur le sol d'assise, quel que soit le sol traité, autrement dit, son empattement avec sa surface permet d'alléger la pression provenant du trafic sur le sol. Parce que en termes simples, la pression, c'est le rapport entre le poids et la surface. Alors, la surface étant au dénominateur, plus celui-ci est grand, plus le rapport est faible. Plus la surface est grande, plus, vous avez vu, même quand quelqu'un, on dit les grandes pointures, les grosses pointures en matière de chaussures, c'est quand il est colosse, c'est là qu'en réalité, les choses vont. Même les camions, remarquez très bien. Donc, on l'a fait beaucoup plus pour résoudre un problème hydrique, pas les pluies qui tombent, mais un problème, je dirais même géotechnique, lié à l'état, à la qualité du sol. Les purges ne suffisaient pas. Quand vous prenez depuis, juste après le pont 8 novembre, en allant jusque derrière l'hôpital Donka, on en avait fait de même. Sinon, si c'était pour la résistance, à l'époque, les poids lourds, c'est pas plus de 30 kilos, 30 tonnes ou bien 40, 25 tonnes, etc. C'était pas pour ça. Bien. Mais sinon, si c'était pour ce que les gens pensent, pourquoi ne pas faire tout le linéaire, tout ça? Regardez très bien, aucun bailleur de fonds n'a engagé son argent pour faire du béton armé en Guinée et presque comme ailleurs. Donc c'est fait par peur de ne pas voir les dégradations. Mais voyez la qualité de certaines de ces bétons armés. Justement, il faut parler de cette qualité. Ce n'est pas aussi la qualité. C'est pourquoi je remercie et je félicite le ministère des Travaux publics actuellement, parce qu'il y a les passifs qui sont en train de corriger. Cependant, ils doivent éviter les mêmes erreurs du passé. Ça veut dire quoi? Ils ont créé l'AGIROUTE à la place de DENER, Direction nationale de l'entretien routier. Et l'AGIROUTE est très présente sur le terrain. J'apprécie ça beaucoup. Et quel que soit tout ce qu'on peut les reprocher, c'est leur première année. Accordons, personnellement, je les accorde ce sursis de dire que
vraiment, ils sont en train de prendre de l'envol. Mais ça a permis que cette année, que les gens ne crient pas partout. Ils en ont fait même en béton bituminé, c'est vrai, il faut reconnaître. Donc, que leur dynamique de perfectionnement continue, mais ils ont les moyens financiers, je sais qu'ils ont les moyens intellectuels pour comprendre l'enjeu. Oui, deuxièmement, il y a l'Observatoire national chargé des routes. C'est-à-dire que c'est une sorte d'organe de veille étatique qui est là pour regarder partout où ça ne va pas, pour signaler au ministre, au secrétaire général et même aux directions, mais aussi d'évaluer certaines défectuosités et prévenir pour ne pas que cela arrive. Donc ce sont des gendarmes. Et en dernière position, on a fait le ministère de l'Habitat, des infrastructures a organisé récemment un atelier sous-régional que j'avais pris part et sur la géotechnique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la vérification de la qualité des matériaux de construction, notamment le sol, etc. Parce que malheureusement, beaucoup de nos travaux qu'on fait, qu'on voit par-ci par-là, il n'y a plus le contrôle de qualité avec le laboratoire. Avec ça, l'espoir est permis. Oui, je vais vous poser une question parce que dans mon quartier actuellement, ça ne va pas, mais je n'arrive pas à comprendre. Quand on fait un bitumage, après les routes, quelques années, elles sont gondelées, on défait, après on nous dit il faut qu'on aille réfléchir avant de revenir. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces gondèlements de routes? Bon, vous voulez les défectuosités. Oui, vous savez, vous avez parlé de l'UNI. L'UNI, c'est quand vous avez fini de faire la route. Vous voyez que sur la couche de roulement, quand je parle de béton bituminé, vous voyez que la forme, si on a fait avec toi, la forme, c'est-à-dire que la forme surfacique est régulière. Il n'y a pas d'ondulation. C'est-à-dire on n'est pas secoué quand on est en train de partir. Ça dépend de plusieurs choses. Mais en particulier de la qualité du béton bituminé. Je ne vais pas vous envoyer dans la formulation du béton bituminé avec ses composantes, etc. C'est trop technique. Je vais réserver ça entre nous techniciens là-bas. Alors, quand ça manque, ce n'est pas bon. Deuxièmement, l'adhérence. Quand même vous faites le béton bituminé et que la surface n'est pas rigueuse pour permettre, quand vous voulez freiner, que le véhicule s'arrête. Donc, quand c'est trop glissant, ce n'est pas bon. Mais la déflexion, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de dire là, quand le sol qui a été envoyé n'est pas de qualité, ou même quand c'est de qualité, ça n'a pas été testé par les laborantins pour déterminer ce qu'on appelle la compacité. Parce qu'un sol peut être bon. On dit la compacité à 92%, à 95%, à 98%. Permettez-moi de ne pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que le degré de résistance, quand on dit 98%, il n'y a que 2% de vide. C'est-à-dire que vous avez serré le matériau jusqu'à ce que le vide ne représente que 2%. Donc, quand tout ça ne s'est pas fait, quand la qualité du béton bituminé n'est pas bien, quand la façon de faire la mise en œuvre n'a pas été bien, évidemment, la structure devient faible. Contrôlement ou tout ce que vous constatez, c'est de ça que vous parlez. Donc, ça veut dire que profondément, en dernière position, la somme des déformations, que ce soit les affaissements, que ce soit les arrachements, que ce soit les remontées capillaires, ou que ce soit vraiment tout ce qu'il y a comme fissure, parce que c'est 4 familles principalement, plus d'autres résiduels. Alors, tout ça là apparaît, c'est parce que non seulement les chutes n'ont pas certainement été faites ou ont été mal faites, ou c'est parce que l'exécution n'a pas suivi la rigueur. Oui, Monsieur Balamoussa, on va aller avec cette question d'un auditeur. C'est l'autre chroniqueur de cette émission. C'est notre chroniqueur, notre spécialiste des questions de sport, mais qui a bien voulu vous adresser ces quelques questions. Il pose sa première question, c'est les eaux de ruissellement sont étudiées dans la Est-ce que les eaux de ruissellement sont étudiées dans la réalisation des routes? Parce qu'en fonction de ça, qu'on dimensionne les caniveaux. Sa première question. Sa question est importante. Je vais répondre rapidement. On va aller un an. Je vais répondre. Sa question est importante. Je le félicite. En fait, quand on fait la route, non seulement pour la résistance, mais d'abord pour le dimensionnement spatial. Pour que l'intensité future de circulation, donc l'intensité prévisionnelle, si c'est pour 30 ans, 40 ans, qu'on constate que la route va toujours répondre
à la fluidité. C'est ce qui intéresse la population. Maintenant, il faut que la route soit résistante. Ça, ça relève de nous, les techniciens. On est aujourd'hui étonnés que, au lieu de nous occuper, que nos 2x2 voies là ne répondent plus aux exigences. Nous devons avoir maintenant 2x3 voies ou 2x4 voies. Oui, parlons des caniveaux spécifiquement. Vous comprenez? Oui. Mais c'est pourquoi je vous dis que même l'affaire de caniveaux autres là, ça c'est entre nous techniciens. C'est ce que je voulais dire. Alors, la route va avec ses dimensionnements, y compris le côté hydraulique là. C'est-à-dire, on remarque, par exemple, la route, on doit étudier l'hydrographie de la région, on doit évaluer la quantité d'eau qui tombe, surtout qui quitte, soit dans les quartiers ou bien en rase campagne, pour affluer vers la route. La route doit être protégée par tous les moyens. Donc, les caniveaux sont là comme des réceptacles pour accueillir ces eaux-là, non seulement qui tombent sur la route, c'est pourquoi on fait le toit comme ça, même quand c'est en terre battue, surtout quand c'est en goudron ou bien en l'autre là, béton. Donc les caniveaux sont faits en sorte que, bon, selon les routes. Hein, si c'est l'interface entre la surface de la chaussée et les eaux ravageuses qui quittent ailleurs. Donc ça doit être dimensionné. Mais vous savez que c'est linéaire. Donc il y a des quantités critiques qu'il faut savoir évacuer à un moment donné. Sinon, plus c'est costaud. Vous allez voir sur 1 kilomètre, c'est le même caniveau qui va, il n'y a pas de déversoir, etc. On va aller rapidement. Finalement, ce n'est pas bon. La deuxième ça question. Sur le goudron. Oui, la deuxième question, il dit, en route, il y a 3 couches. La base, la fondation, le revêtement. Est-ce que les 3 couches sont respectées en Guinée? Oui, ça c'est de façon, si vous voulez, élémentaire. Hein? Sinon, ça peut dépasser ça comme ça peut ne pas atteindre ça. Alors, quand on fait le béton armé, on n'a pas besoin de faire la couche de fondation. Est-ce que ces couches sont respectées en route? C'est respecté. C'est que, attendez, il n'y a pas que, vous savez, on a dit quelque chose, que l'ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Il y a certains qui font des choses, apparemment vous dites que c'est de la technique, mais dedans, c'est vide. Le mot couche de fondation, couche de base, couche de roulement, c'est des mots qui existent. Mais c'est, quand on dit couche de base, toutes les couches de base n'ont pas la même épaisseur. Toutes les couches de fondation n'ont pas la même épaisseur. Toutes les couches de revêtement n'ont pas la même épaisseur. C'est en fonction du trafic. C'est en fonction des études. C'est en fonction de plusieurs paramètres que je n'ai pas le temps de vous dérouler ici. Alors, les matériaux qu'on utilise, on peut utiliser effectivement des bons matériaux. Mais quand la mise en œuvre n'est pas bien faite, ça veut dire qu'il faut contrôler à tous les moments. C'est pourquoi le laboratoire géotechnique que j'étais en train de féliciter là, a son pesant d'or. Donc il y a un laboratoire spécialisé en dans tous les projets sérieux. Bien. En réalité, tous les travaux que vous voyez là, on doit avoir un laborantin. Quand les machines passent, d'abord le nombre de couches, d'abord le topographe passe, il donne les dimensions. Même par couche, si on doit compacter 20 cm, 20 cm, 30 cm, 30 cm, il faut qu'il contrôle ça, on met des piquets pour ça. Après, on compacte. Et avant de compacter, le laborantin passe pour constater la teneur en eau. C'est-à-dire qui permet, comme un lubrifiant, qui permet de compacter comme il le faut. C'est tellement technique que quand on finit, déjà, il y a une référence qu'on appelle Proctor, modifié, tout ça là, toutes les références sont prises au laboratoire. On vient maintenant, il faudrait que ça soit comme ça, parce que le même sol a été étudié au laboratoire. Il faudrait pratiquement que ce qui a été prévu soit réalisé. Donc, il faut que la mission de contrôle soit effectivement fondée de pouvoir et compétente pour que le cahier des charges qui avait tout dit, c'est-à-dire quand vous voyez le cahier des charges, c'est comme si vous avez un ouvrage, mais de façon, dans votre main, de façon livresque. Il suffit de mettre des bonnes personnes, créer toutes les conditions pour que ce qui est livresque là devienne une réalité. Bien. Donc c'est éminemment technique. Oui, le problème de nos routes aujourd'hui, c'est beaucoup plus lié aux techniciens, si ce n'est pas bon, qu'à d'autres structures. Oui, nous assistons au désengorgement justement de toutes les artères, disons, de la capitale. Aujourd'hui, s'il faut mettre à l'actif du CNRD, c'est le fait qu'ils ont pu quand même trouver cette solution de libérer beaucoup de routes secondaires. Votre perception, est-ce la solution durable? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur Dijon, cette cohabitation entre l'Agiroute et le fer, le fonds d'entretien routier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit de compétences de ce côté-là? Si oui, expliquez-nous un peu. Je vous ai dit à l'entame que notre préoccupation majeure doit être de faire des routes qui vont satisfaire dans la durée. Est-ce que c'est le cas? Permettez-moi, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des cas qui sont bons, mais globalement, ce n'est pas le cas.
C'est-à-dire que la chaîne de valeur bien étudiée, bien construite, bien entretenue et bien exploitée, quand une seule chaîne, un seul maillon tombe là-bas, toute la chaîne est rompue. Mais c'est surtout dans les études qu'on doit prévoir. C'est-à-dire un bon ingénieur doit être futuriste. Pas le futur immédiat, dans 5 ans, 6 ans, non. Futur qui va jusqu'à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Regardez très bien la zone de Kaloum. Les urbanistes du temps colonial, ce sont eux qui ont fait les rues de Boulbiné, de Mankepa, de Sandawale, etc. Et regardez, malgré que c'est vraiment le poumon de l'administration et même de l'économie guinéenne, remarquez très bien que ces routes-là restent toujours larges. Quittez le carrefour du port pour aller vers la Banque centrale. Regardez comment la route est large. Quittez Sectoria pour aller jusqu'à Ignace-Dine. Les routes restent larges. Regardez boulevard Télé, etc. Les routes restent larges. Même dans les quartiers, avenue 1, 2, 3 ou tout ce que vous avez dans le boulevard, tout est bien tracé. Parce qu'ils ont regardé loin. Mais regardez très bien tout ce qu'on est en train de faire. C'est pas le cas. Ce n'est pas exactement. Ça peut nous servir pour 5 ans, 6 ans. Après, on se retrouve encore dans la dèche. Et c'est très grave quand c'est une zone urbaine. Parce que quand les gens ont fini de construire des étages, etc., il sera très difficile de se mettre dans la normalité. J'ai même entendu par le passé certains hauts cadres dire que non, il faut une nouvelle capitale pour Conakry. Parce que, etc. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a même un plan qu'on a vu schéma directeur horizon 2040. Est-ce qu'on est en train d'évoluer dans ça ou bien on est en train de résoudre les erreurs du passé? Parce que le schéma directeur de Conakry inclut tout Grand Conakry. Mais alors, les gens sont en train. C'est pourquoi quand je parle du ministère de l'Habitat, ça ne veut pas dire que c'est des blancs-seins. Hein. Ils ont beaucoup de casseroles aussi à traîner. Parce qu'il y a Dati, il y a Daklo, il y a etc. qui doivent faire effectivement leur travail sur le terrain. C'est-à-dire que quand on trace les rues, quand on dit rue de 20 mètres, alors l'urbanisme, quand on dit permis de construire, il ne s'occupe que des bâtiments. Mais les gens n'occupent pas bien le terrain. Quand les routiers viennent, ils font les routes. Monsieur Konaté, s'il vous plaît. Voilà. Pour des rues de 20 mètres, quelle doit être la dimension de 12 mètres, de 12 mètres, 8 mètres. Quelle doit être la dimension du caniveau, par exemple? Non. Les caniveaux ne se dimensionnent pas en fonction des rues. Ça dépend vraiment de la situation hydrographique. C'était pour répondre à une question de... Non, ça c'est un autre calcul. Vous savez, quand je vais être très technique, on va prendre du temps pour rien. Sinon, les calculs hydrauliques, ça obéit à plusieurs autres choses. Bon, permettez-moi 2 mots seulement à dire là-bas. Vous savez, quand Conakry, des années 1940-1950, alors tout n'était pas construit. C'est le coefficient d'infiltration qui était élevé. Autrement dit, les eaux qui tombaient avaient la possibilité d'aller directement au sol. Parce que les sols n'étaient pas damés, etc. On n'avait pas construit beaucoup de choses. On n'avait pas barré beaucoup de chemins à l'infiltration de l'eau. Mais au fur et à mesure qu'on construit là, c'est le coefficient, n'est-ce pas, du ruissellement. L'autre là, c'est le coefficient d'infiltration qui était élevé. Maintenant, c'est le coefficient d'infiltration et de ruissellement qui devient grand. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la quantité d'eau qui tombe par la pluie et la quantité d'eau qui s'infiltre dans le sol, c'est qu'il y a moins d'eau qui s'infiltre de plus en plus. C'est que c'est beaucoup d'eau qui deviennent évasive parce que le ruisselle n'importe comment. Parce qu'on a parlé la route, les zones. Donc, il faut plus ce coefficient est élevé, plus en faisant les calculs de dimensionnement hydraulique. L'autre question, monsieur Konaté. Non, ça c'est technique. C'est que on a créé un bassin que je dirais artificiel. Regardez, vous voyez l'échangeur de... non, vous voyez l'échangeur de Béchia, de l'aéroport. C'est presque la même chose que au niveau de kilomètre 36. Même dans la fonctionnalité. Mais en bas, ici, on a créé une dépression pour que les eaux quittent dans les deux côtés, côté Matoto et côté Madina, pour se rencontrer dans le pont. Et le réceptacle, en tout cas là où l'eau doit être reçue pour être évacuée, c'est la section hydraulique qui est très petite. Et certainement l'exutoire n'est pas suffisamment débouché pour que les eaux quittent. Quand on sait aussi qu'on ramasse nos ordures un peu partout, quelqu'un qui voit c'est des problèmes. Mais pour kilomètre 36, c'est que c'est une pente unique. On quitte vers le côté Koya, Kassouya, pour
pour aller vers côté Kountia. Donc, c'est ça la différence. Bien. Donc, c'est une situation très technique. Monsieur Konaté, l'autre question, c'est que nos routes sont muettes, il faut le dire. Aujourd'hui, quels sont les risques? Bon, les routes sont muettes, effectivement. Vous m'envoyez dans le domaine de la sécurité routière. Oui, parce que tout ça, là, fait partie. Oui, bien sûr. Depuis quelques années, on a commencé à les faire parler. Mais on ne fait pas assez d'efforts, non seulement pour éduquer les gens par rapport à leur utilisation, parce que dans ce pays-là, la sécurité routière ne fait pas partie de notre mode de vie. C'est pourquoi on peut mourir ici banalement. Tout le monde peut mourir sur la route, même quand il est correct. Parce que quand l'autre n'est pas correct, il peut t'induire en erreur. Et notre prise de conscience collective face aux dangers qui s'appellent les accidents de route, tant qu'on n'a pas ça, vous n'avez qu'à vouloir tout faire quand la conscience ne suit pas, quand la prise de conscience nationale ne suit pas. Ce serait des investissements, excusez-moi, comme si c'est des investissements relativement inutiles. Parce que les gens ne respectent pas les panneaux. Quand vous mettez des panneaux, souvent c'est pour mettre, d'autres viennent mettre leur affiche. On a notre anniversaire ici, oui, ici, cela. Ou bien ça apparaît comme... Il y a tel... Ça veut dire que même les gens qui... Quand quelqu'un crée un salon de coiffure, il met les panneaux presque de la même manière que d'autres. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte c'est quoi. Mais quand on a décidé encore de mettre des panneaux, regardez précisément au niveau de l'endroit qu'on appelle Sankumbaya, lavage, citerne. Ouais. Il y a un petit carrefour là-bas. Mais on a jonché tellement de panneaux qui ne sont pas forcément dans les normes. C'est-à-dire sur 300 mètres environ, vous n'avez pas moins de 7 panneaux qui se suivent. Des fois, tu as du mal à les lire, ainsi, cela. Il y a des distances de voir et de réagir par rapport même à un panneau. Il y a les distances. Aujourd'hui, que doit faire l'État à ce propos? L'État a beaucoup à faire. Le domaine des routes, c'est un domaine très éminemment technique. Il faudrait mettre suffisamment d'hommes compétents dans la structure, mais surtout des hommes intègres. La compétence, ça va avec l'intégrité. Mais expérimenter aussi, qui ont vraiment l'amour de ce pays-là, qui se disent que on est en train de bombarder les plus hautes autorités par rapport à certaines choses qui ne vont pas, on a notre part là-dedans. Il faudra aussi que la population, pour qui tout se fait, que cette population ait ce qu'on appelle la culture du développement. Alors, qu'on ne se laisse pas faire, personne ne viendra développer notre pays à notre place. Bien. Individuellement, chacun est important, c'est pourquoi chacun a un rôle à jouer. Oui, ça veut dire que les panneaux de signalisation qui sont faits, ne sont pas forcément dans les règles de l'art. Même quand on met les bandes blanches là, vous voyez sur un intercoupé VD que tu peux traverser. Certains même vont jusqu'à mettre des bandes intercoupées, n'est-ce pas, directement à la rentrée des caniveaux, à la crête des caniveaux. Cela veut dire que si un novice, un jeune qui a appris dans les centres qu'on appelle les auto-écoles, que partout tu vois ça, surtout quand ça pleut, parce qu'on conduit en fonction de ce qu'on voit, même si les panneaux te parlent. Mais alors, des fois, il ne faut pas que nous soyons à la risée des autres pays. Parce que quand quelqu'un vient en touriste dans votre pays, il remarque tout. Mais bien, quand on ça va aller avec la dernière question, parce qu'on est déjà pris par le temps. Il y a là rapidement, parce qu'on n'a qu'une minute, s'il te plaît. Vous avez fait la description, elle est malheureuse. Le constat est que ça ne va pas et c'est un constat collectif. Alors, quelle est la solution en quelques mots? La deuxième question, j'enchaîne. Est-ce que pendant 10 ans, vous communiquez? Est-ce qu'on a sollicité votre expertise? Je veux parler de l'État. Tellement occupé de ce qu'on pense de moi. On a sollicité votre expertise. C'est ce que je suis approché. Pas de façon très caractéristique. Mais il y a eu des personnes très haut placées qui ont pensé à moi. Mais vous savez, la chaîne, pour que ce que tu dis soit... C'est le lieu de vous dire que tout ce que vous voyez là comme échangeur métallique dans la ville proviennent de moi. Je le dis et je l'ai plusieurs fois. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui va me contredire. Quand au niveau de l'échangeur, pas échangeur, je vais dire les passerelles. Au niveau de la passerelle de Bessia rond-point ici, qui était constamment cogné, j'avais signalé aux plus hautes autorités techniques de l'époque que non, c'est le tirant d'air qui est petit. C'est-à-dire que la hauteur de passage sous le pont est plus réduite que pour les autres cas. Sinon, pourquoi l'entrée comme à la sortie, c'est le seul qui... Ils avaient compris. Mais ils auraient pris à la même manière. Car cogné encore, ça partait vers un procès avec un entrepreneur qui fait passer sa pelle métallique.
Alors, quand j'avais écrit dans... permettez-moi le nom de votre confrère Mosaïque. Alors, presse en ligne, je fais constamment dans les presses en ligne. Quand j'ai écrit, il y a un ministre que je ne vais pas citer ici, mais c'était en 2018, qui avait compris qu'effectivement c'était la solution. J'avais proposé 3 solutions. Si vous reprenez à l'identique, ça sera cogné, même si vous mettez la hauteur à ne pas dépasser, on n'est pas respecté des lois. Deuxièmement, ça ne suffit pas. Donc, vous pouvez faire rehausser, mais mettre en béton armé. Mais le temps que ça va prendre pour être exécuté, échafaudage, coffrage, etc., ça allait indisposé. En dernière position, j'avais proposé la solution métallique. Et j'avais dit que c'est ce qu'il faut reproduire plusieurs fois. Non seulement ça a passé, mais c'est ce qui continue. On est donc, malheureusement je suis pratiquement beaucoup plus écouté par le temps. On m'appelle pour parler. Mais Monsieur Balamoussa, permettez-moi le dernier malheureusement plus permettez-moi oui, en 20 secondes, s'il vous plaît. En 20 secondes. L'actuelle gouvernance technique, je la remercie. Si vous avez remarqué, j'ai bien parlé d'elle. Parce que quelqu'un qui reconnaît ta valeur et qui sollicite ton expertise, et je crois que ça a commencé. Et je remercie les autorités. Bien. Dans un peu de temps, dans sous peu de temps, vous allez remarquer que effectivement les choses vont changer. Non, pas changer. Ma parole sera en concordance avec ce que je suis sur le terrain. Bien. Parce qu'on m'aura écouté. Merci vraiment, Monsieur Balamoussa Konaté. On est vraiment pris par le temps. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Je salue votre grand média. Ouais. Je suis vraiment impressionné, non seulement par vos installations techniques, mais par la façon dont vous accueillez vos auditeurs, vos invités. Je reconnais beaucoup parmi vous qui sont des journalistes très aguerris. Je les ai encouragés quelque part. Oui. Si malgré ma convalescence, j'ai accepté de venir, c'est en respect pour ces grandes figures que je vois ici. Merci. Et je sais que vous allez grandir parce que je sais de quoi je dis. Et c'est ce que vous aussi vous voulez, que Dieu nous protège, que Dieu fasse que vous avez dédié ce média-là pour des causes du développement. Et là, je suis encore une fois de plus enchanté que Dieu vous aide à ce que ce pays qui est un don de Dieu puisse être une réalité grâce à nos apports. Amen. Amen. Merci Ali Badara Akila. Obrigado Abdallah. C'est le week-end qui commence ça pour toi parce qu'on se reprend lundi dans ce studio pour cette même émission. Merci Yaya Diallo. Merci. L'enquêteur en chef. Merci. Merci. Toi, tu n'as pas de week-end, hein, il faut le dire. Mais c'est le chef de file. Merci vraiment. L'animateur, l'animeur. À l'équipe technique du jour, Vabako Ivogi Assanso, Robert Kourouma, Salif Bangoura, Melika Sita. Otaïk, la réalisation a été assurée par Michel Ouamounou. La production par Alpha Silla. À la radio, nous avons accompagné Mamadou Diallo, Mohamed Yatara, Kandé Sanko, le tout chapeauté par notre directeur technique Omar Diallo. Nous on vous dit au revoir, bon week-end à vous, dans l'espoir de vous retrouver lundi avec d'autres actualités à débattre dans cette émission, Le Scanner.